On va commencer donc par le panel intitulé, donc c'est la session 5, d'accord, intitulé Les réseaux épistémologiques reliant l'Europe et les Amériques et l'Afrique, dont le modérateur est notre chère collègue Eladi Maoud Mbaye. Donc elle a dit, je vous cède ma place. Et donc les communications qui suivent sont celles de Suzy Mifoum d'abord, ensuite Anna Carolina Coppola avec le collègue qui est en distanciel Silvio, Marc de Souza Correia, et Mirella Bottari. Projet blanc, épistémologie africaine et afrodiasporique, stratégie d'affranchissement intellectuel dans les aires zéoculturelles contemporaines, dites francophones et lusophones. Deuxième édition, deuxième journée, nous sommes à la session 5. Et pour cette section, nous avons 4 communications. Voilà, comme l'a si bien dit Soraya, nous allons commencer avec les intervenants qui sont à ligne. En l'occurrence, Mirella Bottari de l'Université Sorbonne Nouvelle. Alors, Mirella est titulaire d'un doctorat en études brésiliennes, portugaises et d'Afrique lusophone à Sorbonne Université. Lauréat du prix de thèse ZIS Études africaines en France et d'une mention d'honneur du prix de thèse de l'Association de brésilianistes en Europe, ABRE. Sa thèse porte sur les relations littéraires entre l'Afrique et le Brésil dans la perspective de la traduction. Elle est actuellement à terre en études brésiliennes à Sorbonne Université. Ses intérêts de recherche incluent la traduction, la littérature comparée, la littérature brésilienne, les littératures africaines et les questions de transfert et de réception. Alors, Mirella, vous avez 20 minutes pour faire votre communication. Vous êtes en ligne? Merci beaucoup. Merci à tous les organisateurs pour cette proposition à participer à cette journée sans doute très enrichissante dans ma perspective d'études. Merci à Soraya en particulier avec qui j'ai échangé. Je m'excuse de ne pas pouvoir y être toute la journée, mais j'ai jongle avec une journée très chargée de cours. Mais je suis très ravie donc de vous présenter mes études sur les enjeux, sur les relations littéraires, donc les relations entre l'Afrique et le Brésil, l'Afrique francophone, mais pas que, mais je travaille essentiellement sur les relations entre l'Afrique et le Brésil dans la perspective de la traduction de la littérature francophone au Brésil. Donc, en fait, l'idée, c'est de partir de la traduction comme un outil de rapprochement, en fait, comme une méthode d'analyse littéraire, mais aussi d'analyse des sociétés, des cultures, pour euh, trouver des ponts, des convergences, et pour penser qu'est-ce que ça fait de traduire des textes africains et, et axés sur des problématiques francophones, donc qu'on connaît, toutes les problématiques francophones qui passent souvent par les enjeux de domination coloniale nord-sud, donc la colonisation africaine. Qu'est-ce que ça fait de traduire ce roman, ce corpus, au Brésil, qui a une autre histoire, qui a une autre colonisation, qui a une autre histoire avec les continents africains, dont la cicatrice majeure est l'esclavage. Donc voilà, c'est pour ça que ma perspective, elle est forcément interdisciplinaire parce que je mobilise des histoires différentes qui ont des points, des convergences de domination et des oppressions, mais qui ne sont pas exactement la même. Donc, il y a ce basculement épistémologique, des basculements historiographiques, et ça crée des effets de lecture. Bon, j'ai fait une petite adaptation dans mon sujet de présentation. Pourquoi? Parce qu'au début, je voulais présenter un travail sur la traduction des autrices que je suis en train de traduire, Aminata Soufal
et puis une autrice antillaise, Maryse Condé, que j'ai ajouté dans mon corpus et que j'ai traduit donc pour une maison d'édition. Mais je suis pas très avancée. Vous savez comment c'est de faire des enseignements, recherche et traduction à la fois. Donc, je me suis dit, autant vous présenter le cadre de la traduction sur un corpus déjà connu et publié, qui sort donc de mes réflexions de ma thèse et d'un travail de traduction déjà publié. Donc, est-ce que je peux partager mon panorama, mes diapos? C'est Bien sûr, possible oui. donc, je vais, euh, alors, cher, je vais vous présenter. Donc, comme j'ai proposé, penser donc ces relations sur l'Atlantique Sud dans la perspective de la traduction, en sachant que là, on parle de relations entre deux territoires issus plus de 300 siècles de traite négrière et d'esclavage qui ont laissé des marques profondes et incontestables dans la formation des sociétés de part et d'autre de l'Atlantique Sud. Mon travail, donc, il s'inscrit dans cette continuité des échanges directs et bilatéraux, non, un peu dans le cadre des études de Louise Philippe Dialencastro et même Pierre Verger, qui ont envisagé les rapports culturels, enfin les rapports commerciaux, mais par ricochet culturel entre les deux civilisations. Donc, qu'est-ce que ça fait cette présence africaine au Brésil, mais aussi cette présence brésilienne sur sur les côtes ouest africaines. Donc, en fait, je reprends un peu ces échanges bilatéraux, donc qui ne passent pas toujours par un centre, pour envisager une route non pas des marchandises, mais de livres. Donc, comment ça fait ces rapports directs et bilatéraux en passant par la traduction des livres. Bon, pour ce faire, j'ai préparé quand même un bref panorama de la présence de la littérature africaine au Brésil. Est-ce que vous voyez? Attention, ah si. Donc, tout d'abord, c'est très récent, hein, malgré le fait que nos relations soient très anciennes, la présence littéraire de l'Afrique est très récente. Pour une question plutôt logique, les littératures africaines écrites naissent dans les tournants de la décolonisation du continent dans les années 60. Donc déjà, à partir des années 70, on commence à voir quelques classiques africains dans le cadre d'une collection qui s'appelle Romances d'Afrique par les éditions Hachk. Et on a, par exemple, quelques titres du panthéon des littératures africaines, toutes langues confondues, mais ici, j'ai pris plutôt de l'Afrique francophone, mais on a Amadou Kourouma, Ferdinand Oyono, Amos Tutuola, donc on a aussi en anglais. Mais ce sont des publications très ponctuelles et pas avec une grande distribution. Après, on a une autre collection des éditions Nova Fronteira qui est plus porteuse. Donc, on a plus des pays représentés. Donc, vous voyez, j'ai mis une série d'auteurs traduits dans le cadre de cette collection. Il y a 27 titres. On a des pays lusophones, francophones et anglophones. Et on voit un peu par cette variété que le but de cette collection était vraiment de faire découvrir aux lecteurs brésiliens et aux lectrices brésiliennes, donner un aperçu de ce qui était produit dans les continents. Donc, c'était travers, évidemment que c'était un choix très, très limité, mais c'était un peu de donner l'idée d'un panorama. Donc, d'où la diversité des langues et des pays compris dans cette édition qui malheureusement est à ces jours épuisée. C'est difficile de trouver les livres de ces auteurs. Donc, que je vous montre sur ce diaporama. Bon, moi, mon sujet de thèse, j'ai pensé toutes ces questions en partant de la traduction de deux romans africains qui sont francophones africains qui sont très
différents les uns des autres, mais que j'ai trouvé quand même intéressant justement par la différence de les pensées au Brésil. Le premier, c'est, vous le connaissez sans doute, Vers cassé d'Alain Mabankou, qui au long de ma thèse a été traduit donc par Paulo Nogueira Dias, par la maison d'édition Malé en 2018, et l'autre, dont le titre est assez évocateur, sans doute, parce que c'est un mot portugais, Pelourinho, on dit en français, Pelourinho en portugais, écrit par Tiano Monenimbo, un écrivain de Guinée, et moi-même, je l'ai traduit, ce roman, à la fin de ma thèse. Et après, j'ai noté d'autres traductions que moi-même j'ai fait des auteurs africains et Maryse Condé, une autrice antillaise. Mais je n'aurai pas le temps de parler de toutes ces traductions. Je vais plus me concentrer sur celle de Tirano Monenembo que moi-même j'ai traduit parce que elle a différemment de Vers cassé, qui est très centré Afrique, France, la présence coloniale de la France après la colonisation, les enjeux de domination. Donc, il sort des problématiques plutôt classiques et répandues dans les romans africains francophones. Tiano Monenimbo, au contraire, de façon très différente, il va, disons, ignorer toutes ces thématiques souvent traitées dans les littératures africaines, et il va se concentrer dans un autre espace, une autre histoire, qui est l'histoire afro-brésilienne. Donc, on va dire il va proposer un court-circuit du jeu de domination nord-sud et va proposer de penser les rapports Afrique-Brésil dans la perspective d'un voyage. Donc, il est, en tant qu'écrivain africain, il écrit sur un personnage qui est lui aussi un écrivain. D'ailleurs, il se nomme écrivain africain. On ne sait pas d'où exactement il vient. On sait juste qu'il y a un personnage qui vient du continent africain, qui arrive au Brésil pour écrire un livre sur les relations Afrique-Brésil. En fait, il vient muni d'une légende, d'un mythe, des origines, sur le fait que, en fait, il viendrait d'une tribu dont le roi de cette tribu serait déchu et il se porte volontiers comme esclave, donc il veut faire la traversée en tant qu'esclave parce qu'il avait perdu un pari avec un griot, enfin, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Et c'est un ancêtre, donc c'est un ancêtre de l'écrivain qui vient au Brésil. Il fait donc cette traversée. Il arrive au Brésil, il a une descendance au Brésil. Et cet écrivain, ce personnage africain, il arrive à la recherche de ses cousins, qu'il appelle, de cette descendance, de cet ancêtre commun qui est les rois déchus et réduits en esclavage. Donc, en partant de cette légende, qui n'est pas historique, c'est quelque chose créé par l'auteur, il va partir à l'origine, il va partir à la recherche, faire une quête d'origine en quelque sorte inversée. Parce que souvent, c'est presque un peu c'est dans nos habitudes d'imaginer que la quête part du sujet afro-diasporique vers l'Afrique, donc il va chercher les origines en Afrique, et il inverse ces cadres en disant non, les origines sont au Brésil, je vais chercher mes ancêtres anciennement déportés, les descendants de mes ancêtres déportés au Brésil. Donc déjà, c'est très intéressant de penser à cette inversion de perspective proposée par Tiano Monenimbo dans son roman. Et en arrivant, il faut savoir que l'écrivain, il part vraiment dans le cadre d'une mission, d'une bourse. Il reste, il choisit, non par hasard, de loger dans le quartier de Pelourinho, qui est un quartier très symbolique pour penser l'esclavage. C'était par ces rencontres, qui est une sorte de baie où arrivaient beaucoup de bateaux négriers qui arrivaient à Bahia.
donc à Bahia de Todos os Santos. Et le mot même Pelourinho, on va en parler parce que ce mot-là, il est riche de sens. Il est un mot polysémique. Et déjà, dans l'original, c'est dur, on n'a pas trop ça. Mais quand le roman, il est traduit en portugais, les mots, on comprend mieux, hein, parce qu'on connaît, on sait que ça va dire Pelourinho. On va en parler plus tard. Donc voilà, il va élire son domicile temporaire dans le cadre de ses voyages dans ces quartiers-là, qui est aujourd'hui un quartier touristique parce qu'il est historique. Donc, et il va explorer dans la géographie, dans l'espace scénographique, les noms des rues, des places, beaucoup de détails topographiques reviennent dans la lecture et la critique francophone attribuait souvent cette surcharge des noms à des effets de style exotique. Donc on disait c'est voilà l'exotisme parce que c'est les Brésil colorés, les Brésil avec vraiment pour un voyageur. Mais sauf qu'en fait et ça c'était un peu le sujet de ma thèse, les choix pour certains lieux ne sont pas du tout anodins parce que Tierno Monenembo, il va chercher dans les archives de l'esclavage compilées par Pierre Verger. Donc, vous vous rappelez Pierre Verger qui avait étudié les relations sud-sud et qui avait donc compilé et fait un bilan sur ces archives dans son ouvrage Flou et flou de la traite négrière du XVIIe au XIXe siècle. Et Monenembo, sans nous montrer clairement ça, il va éparpiller dans son roman certaines références. Donc, les noms, les choses qu'il choisit font référence à ces archives de Pierre Verger. Voilà. Donc, ça, c'était un peu la retrouvaille de ma thèse. Je voulais aussi dire qu'après toutes ces collections des années 80, à partir des années 2000, le Brésil, l'Afrique a une sorte de boom au Brésil dans le cadre des politiques affirmatives de le gouvernement Lula et puis de Dilma Rousseff. C'est comme si la société tournait pour la première fois effectivement le regard vers l'Afrique et notamment vers la littérature africaine. Et à partir des années 2000, mais surtout très récemment, la dernière décennie peut-être, on voit que c'est vraiment un intérêt des maisons d'édition, non pas des maisons d'édition indépendantes, mais des maisons d'édition, des grands publics, enrichir leur catalogue en cherchant à publier des auteurs africains. Donc, j'avais dit que non, je vous ai noté que non par hasard, par exemple, il y a un prix de l'ambassade de France au Brésil. Non par hasard, les titres qui reçoivent ces prix sont des titres à la fois africains et antillais. Donc, c'était aussi une façon, le fait d'inclure encore plus écrit par des auteurs noirs, un peu pour réévaluer notre relation à nous les Brésiliens, avec l'héritage africain et avec l'histoire de la colonisation qui est pour nous l'histoire de de l'esclavage. Donc, les legs, la cicatrice ouverte encore à ces jours au Brésil, c'est l'esclavage et qui engendre des problématiques dans les quotidiens jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et voilà, donc j'aurais pas le temps de parler d'Aloma Banco parce que j'ai décidé quand même de centrer ma communication sur Tirano Monenembo. Tirano Monenembo, quand il va donc créer ce récit de cet auteur, de cet écrivain à la recherche de ses origines, il faut dire que c'est quand même un roman de 95. On a quand même un décalage de 20 ans. Non, pardon, 30 ans. Et en 30 ans, beaucoup de choses se sont produites par rapport aux échanges Afrique-Brésil. Quand il visite le Brésil, Tiano Monenembo, il voit une relation peut-être plus
dans le déni, on n'avait pas vraiment une affirmation de notre héritage comme aujourd'hui. Bon, il y avait déjà les mouvements noirs depuis le début des années 20, pardon, depuis le début du 20e siècle. Donc, les années 30, ça commence, mais pas à ce point aujourd'hui. Je ne sais pas si, après, peut-être le public pourrait réagir là-dessus, mais aujourd'hui, les rapports du Brésil avec l'Afrique est plus les mêmes qu'à la fin du siècle dernier. Et du coup, le fait aussi que je l'ai traduit en 2002, ça produit le décalage de sens aussi. Mais en tout cas, à ce moment-là, quand il part au Brésil, il part un peu à la recherche de cette histoire que le Brésil entretient avec les continents africains. J'ai pas chronométré, je sais pas du tout combien de temps j'ai. Est-ce que vous pouvez me dire juste pour que je respecte le temps? Oui, oui, il vous reste à peine 5 minutes, hein? D'accord. Oui, Donc, voilà. Mais je pense que j'ai dit pas mal déjà. Donc, j'avais apporté quelques exemples de la traduction pour vous montrer comment la traduction nous offre donc cette possibilité de penser ces rapprochements et tout le travail de Thierry Monenebo qui est en quelque sorte réconfiguré à travers les publics qui est, en fait, il envisage ces romans au public francophone qui a un rapport plutôt éloigné avec le sujet, enfin, pas forcément inconnus, mais c'est pas les mêmes. Et quand on le déplace, quand on traduit cette œuvre au Brésil, enfin, les Brésiliens, qu'on soit basés à Bahia ou pas, on va mobiliser une autre histoire. Donc, le titre, par exemple, dont vous ai parlé tout à l'heure, c'est très intéressant, déjà. Parce que, en fait, ce n'est pas que le nom c'était un instrument de torture où on punissait les esclaves, les êtres réduits en esclavage au Brésil. Donc, c'est un mot qui garde cette histoire. Alors que en français, je suis pas sûre que les publics francophones qui ne parlent, non seulement qui ne parlent pas, mais qui ne connaissent pas cette, cette conception du mot, pourraient comprendre. Sinon, on aurait pu, par exemple, le traduire par pilori, mais qui ne garde pas toutes les dimensions de cette histoire qui est enracinée dans les quartiers, dans les terres bayonnaises, du quartier de la première capitale du Brésil, à ce moment-là colonie, qui était Salvador, non, qui était la première capitale. Après, je voulais vous montrer quelque chose. Pardon, vous m'entendez? oui, nous vous entendons, Mirella. Alors, je voulais vous montrer aussi que c'était intéressant les mots l'écrivain met en portugais dans l'original. Là, par exemple, muito quente, uma cerveja, você quer beber uma cerveja. Ça, c'est dans l'original, en portugais. Mais une personne qui comprend le portugais va voir qu'il y a des erreurs qu'on comprend pas trop, donc qui nous interpellent. Par exemple, você. Je trouve que c'est intéressant aussi de penser à ces fautes. Bon, c'est pas très logique, par exemple, la faute dans les O, l'accent circonflexe sur les O plutôt que sur le E. On peut se dire, bon, il n'y a pas de logique, on va corriger. Mais je trouve que lui-même, il aurait pu consulter un dictionnaire pour corriger. Le fait de ne pas avoir fait, peut-être, c'est politiquement une envie de montrer que son rapport à cette histoire et au continent passe par à cette histoire et au pays, au Brésil, passe par une étrangeté. Donc, l'étrangeté de la langue fait résonner d'autres étrangetés. Et c'est un peu, quand on lit la façon dont le personnage s'exprime. Et même parfois, quand il s'agit des personnages brésiliens, on voit que le portugais, il est utilisé d'une façon comme un étranger. Et d'ailleurs, il en parle. Donc, j'ai décidé de garder ces mots tels qu'ils sont. Mais les autres mots, par exemple, qui font référence au lieu,
en fait, ils sont enracinés dans l'histoire de l'esclavage. Rua do Alvo, à aucun moment c'est expliqué dans les romans, mais c'était une rue Elle est où là. Ah, c'est fini, d'accord. Nous vous accordons 2 minutes pour conclure. Vas-y. C'est pour conclure, c'est juste que la Rue d'Ouave était une rue où les Africains se réunissaient. C'était en fait une rue pour penser la résistance anti-esclavage, pour en fait, c'était une rue où on s'organisait autour des cantes, qui était une organisation à la fois religieuse, où les gens euh, pouvaient chanter, pouvaient garder les liens religieux avec les religions des matrices Yoruba. Donc, c'était dans cette rue-là. Et ça, on découvre en lisant les œuvres de Pierre Vergy. Bon, je suis désolée, j'ai trop parlé, mais finalement, je pense que vous avez un peu compris ma démarche pour penser les relations Afrique-Brésil dans la perspective de la traduction. Merci beaucoup.